Alors bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire donc, consacré au secteur de l'insertion par l'activité économique et qui traitera du retour d'expérience et puis de comment on peut faire face aux nouveaux enjeux de votre secteur. Donc, ce webinaire sera animé donc, par moi-même. Donc, je suis Amélie Pierre, chargée de mission à l'ARACT Grand Est. Donc, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, il y a ma collègue également présente avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Micheline Tribia, également chargée de mission à l'ARACT Grand Est. Pour ce webinaire que nous organisons donc en partenariat avec différents réseaux de l'IAE, nous avons le plaisir d'accueillir en conférencière donc Soraya Adrian, qui est chargée de mission développement territorial pour la Fédération des acteurs de la solidarité Grand Est, Valérie Béger, qui est secrétaire générale de l'IAE Grand Est, et puis Louise Chéry, déléguée régionale pour les chantiers écoles du Grand Est. Et nous avons aussi donc le plaisir d'avoir Monsieur Mertès, qui est directeur du site AGE Logistique, qui va nous donner son témoignage sur le retour d'expérience qu'il a pu mener dans sa structure et puis qui répondra aussi à vos questions. Alors, je vais vous présenter ce webinaire, vous expliquer pourquoi ce webinaire, de quoi est-il né. Mais avant ça, je vais vous parler déjà du fonctionnement technique. Donc, en fait, vous êtes sur un webinaire, ce qui est différent d'une réunion Zoom classique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir, mais vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, en bas de votre écran, à droite, vous avez un question-réponse sur lequel vous pouvez poser les questions à tout moment du webinaire, et on aura 2 temps dans le déroulé de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, bien entendu, on ne pourra peut-être pas forcément répondre à l'ensemble de vos questions, mais rassurez-vous, on s'engage à vous répondre dans les 15 jours, c'est-à-dire à la suite de ce webinaire. On vous enverra un lien vers le replay, on vous enverra le support et la foire aux questions. Vous avez également un chat qui s'appelle Converser sur Zoom, dans lequel vous pouvez faire part de vos éventuelles difficultés techniques. Donc, nous avons Louise Chéry qui se fera un plaisir de vous aider par rapport à vos difficultés. Et puis, si vous avez aussi envie de faire part de témoignages, vous pouvez également échanger entre vous. Voilà, donc ça fait quand même 2 endroits bien distincts, un endroit pour vos questions et un endroit pour vos éventuelles questions plutôt techniques. Voilà sur la spécificité du webinaire, donc enfin ces aspects techniques. Par rapport au webinaire, donc juste pour vous rappeler que ce webinaire est né dans le cadre du contexte sanitaire que nous traversons actuellement. Il est né d'ateliers que nous avons animés avec vos réseaux respectifs. Et l'idée, c'était de partager les préoccupations du moment et de repérer en fait ensemble comment chacun a pu faire face dans ce contexte actuel, puisque ces ateliers ont eu lieu au sortir du premier confinement. Donc le nuage de mots que vous voyez apparaître devant vous retrace les préoccupations relatées par les participants qui ont évoqué sans tabou leur réussite, leurs difficultés, leurs questionnements par rapport à cette crise que nous traversons et qui est très préoccupante. Nous tenons du coup à remercier les 26 structures qui étaient présentes, à remercier également Louise, Valérie et Soraya qui ont participé et contribué grandement à ces ateliers. Et nous remercions également, donc il n'est pas présent, mais l'UD de la Meuse qui avait aussi contribué à ces ateliers.
Donc, ce webinaire a été construit avant ce deuxième confinement, mais il reste plus que jamais d'actualité par rapport aux nouveaux enjeux qui se retrouvent face à vous, que ce soit les enjeux de santé, mais également les enjeux liés à votre secteur que nous allons aborder dans ce webinaire. Donc, le webinaire est construit en 2 parties. Une première partie qui va traiter du retour d'expérience, qui est un moment très important et où là, nous aurons le témoignage de M. Alain Mertès qui va nous parler de sa propre expérience. Et puis, une deuxième partie qui est sur la démarche projet. Donc, chaque partie va démarrer par un sondage. Voilà, c'est là où vous allez pouvoir interagir avec nous et nous terminerons ce webinaire par les questions-réponses. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et puis c'est parti. Alors, on va passer du coup au sondage. Je vais vous ouvrir les votes. Alors, on va laisser quelques minutes pour que vous puissiez répondre aux questions. Alors, vous avez 3 questions. Donc, la première, comment est-ce que vous qualifiez votre situation actuelle dans vos structures? Donc, est-ce que vous diriez que la situation, elle est plutôt instable, tendue, stable ou apaisée? Alors, je crois que vous pouvez choisir plusieurs possibilités. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui commencent à répondre. La seconde, on vous demande si vous avez pris le temps, tous ensemble, au sein de vos structures, de faire un point et d'analyser ce que vous avez vécu ces derniers mois. Alors, bien évidemment, cette question, elle s'adresse à tout ce qui s'est passé avant ce deuxième reconfinement, comme vient de le dire Micheline. Et puis, pour faire ce point, pour faire ce bilan, autrement dit, c'est ce que nous, on appellera par la suite un retour d'expérience. Est-ce que vous avez besoin d'outils, d'être accompagné ou si vous n'avez pas de besoin? Donc, on vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Et puis, quand je mettrai fin au vote, on regardera ensemble vos réponses. Voilà, ça bouge encore un petit peu. Je vois que presque tout le monde a voté. Voilà, donc on va mettre fin au vote. Voilà, alors je vais vous partager les résultats. Voilà, donc comment qualifiez-vous la situation actuelle? Une majorité, la moitié d'entre vous, plutôt comme étant stable. Alors on en discutera peut-être un petit peu plus aussi dans les questions que vous aurez à la fin. Alors peut-être stable parce que vous avez peut-être appris aussi finalement de la crise qui est en partie derrière nous, mais pas complètement. Voilà, quand même un tiers encore des participants qui jugent cette situation quand même encore tendue et instable. Alors à la question de est-ce que vous avez finalement fait un petit bilan en interne, alors c'est plutôt le oui qui l'emporte, mais à juste vraiment à 56%, donc c'est vrai que on verra ce que peut-être dans vos questions ou peut-être dans vos témoignages dans le chat comment vous l'avez fait et puis ce que vous en avez retiré. On voit pas le partage. Enfin, vous ne le voyez pas? Non. Alors pourtant, moi ça me met que ça partage les résultats. Alors bon, écoutez, on vous fera une capture d'écran. Alors voilà, le partage, il a été arrêté. Ah, mais c'est... Oui, ça j'ai compris. Excuse-moi. Voilà. Et puis donc, à la question donc, si vous avez fait un bilan ou pas, donc la moitié d'entre vous disent oui, l'autre moitié non, et plutôt par faute de temps. Donc voilà, là, on vous rappellera l'utilité du retour d'expérience, mais visiblement, vous en avez tous et toutes conscience. Et puis, tout le monde, enfin presque une grande majorité, disent effectivement que vous avez besoin à 63% d'avoir des outils pour pouvoir faire ce bilan et donc d'être outillé.
Ce qui est, voilà, notre objet pour cette première partie, c'est de vous donner des points de repère, vous dire ce que c'est qu'exactement un retour d'expérience, et puis vous donner des outils. Bon, il y a aussi 25% qui estiment ne pas avoir de besoin. Donc, c'est sans doute les personnes qui ont déjà fait leur retour d'expérience. Donc, je vais arrêter le partage et on va passer à la suite. Micheline, je ne sais pas si tu veux commenter ou ajouter des choses. Non, ça va. On va passer du coup au retour d'expérience. Comme ça, voilà. Du coup, je ferme ça. OK. Donc, nous partons donc, sur cette première partie sur le retour d'expérience. Donc, pourquoi on aborde ce sujet-là? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans toute, tout ça, comme vous l'avez vu, toute situation de crise met en exergue un certain nombre de choses et notamment l'importance d'avoir une organisation du travail suffisamment agile pour pouvoir faire face et pour pouvoir également préserver l'équipe. En tout cas, c'est ce qui ressort des retours d'expérience qui ont été partagés lors de ces ateliers. Et ce qu'a souligné ces ateliers, c'est que c'était important de faire ce retour d'expérience, notamment pour pouvoir repérer quelles sont les préoccupations communes au sujet de ce qui est en train de se vivre dans les organisations. Donc, quand je dis les préoccupations communes, c'est les préoccupations à la fois des dirigeants des structures, mais également des salariés. Et ça permet d'avoir une attention particulière sur le maintien des liens au sein des collectifs de travail. Donc, les collectifs de travail, les équipes de travail et le lien aussi entre les équipes, les encadrants, la direction, les représentants des salariés. Voilà, c'est vraiment, on est sur cet aspect-là. Donc, on va voir ce que c'est que ce qu'on appelle un retour d'expérience. Un retour d'expérience, c'est une démarche qui va être structurée. Il y a des outils pour le faire. Elle est structurée autour d'une analyse qui peut être à la fois une analyse individuelle, c'est-à-dire que tout un chacun se pose et réfléchit à ce qui vient d'être vécu. Et ensuite, ce qui est nécessaire et vraiment très important, c'est la dimension collective de cette analyse, de ce partage en fait de ce qui a été vécu, de ce partage, de ce retour d'expérience entre les différentes personnes de la structure. L'idée, c'est de revenir sur une expérience passée et d'en tirer les enseignements, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans cette logique d'amélioration continue. Donc, c'est une démarche qui va être tournée vers l'action. On est vraiment sur quelque chose où on va objectiver ce qu'on a traversé et on va objectiver que ce soit des réussites ou des dysfonctionnements pour l'organisation et pour les salariés. Donc, les objectifs de ce retour d'expérience, c'est d'accompagner la reprise ou la continuité d'activité. Aujourd'hui, on est sur cette continuité d'activité. Donc, pour pouvoir la permettre, cette continuité d'activité, on a besoin de faire le point sur là où on en est. Donc, c'est important de ne pas faire abstraction de la période vécue. On peut revenir assez loin. Ça, c'est un choix individuel dans les entreprises, mais c'est vraiment important de ne pas faire abstraction de cette période vécue et surtout de ne pas faire abstraction du vécu et du ressenti de tout un chacun. Donc, on va tirer les enseignements, c'est l'objectif de ce retour d'expérience, c'est pour évaluer l'efficacité, la pertinence de l'organisation que l'on a mis en place pour faire face à la crise. Et ça, c'est important de le faire, cette évaluation qui va nous permettre de mieux travailler demain dans cette continuité d'activité en identifiant les nouvelles pratiques que l'on a pu introduire pendant la période à la fois le premier confinement, la sortie de crise et aujourd'hui ce nouveau confinement. Et c'est ce qui va nous permettre de nous préparer face à de futures périodes de crise, mais aussi de futurs enjeux, comme on le verra dans la deuxième partie.
Et aussi, ce qui est très important, puisque je disais que c'était un partage individuel et collectif de ces ressentis, ça va vous permettre de valoriser aussi l'engagement des personnes et de reconnaître aussi ce qui a pu être amené par les personnes dans ce confinement. Donc, de reconnaître leurs compétences à améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà en gros ce qu'est un retour d'expérience et pourquoi c'est vraiment très important de le faire et de le faire dans le cadre d'une démarche structurée. Alors là, je vais vous présenter, moi, quelques points de repère. Alors, bien évidemment, on se doute qu'il y a des choses que vous avez déjà faites, ce retour d'expérience. En général, les questions, vous vous les êtes posées, mais vous l'avez fait de manière plutôt informelle. Je voyais une réaction, effectivement, dans les questions-réponses. Bien évidemment, vous n'avez pas attendu pour le faire, puisqu'aujourd'hui, on est dans des conditions particulières où effectivement vous êtes à nouveau dans cette phase de confinement et il y a des mesures que vous remettez en place, mais on voulait vous rappeler les différentes étapes de ce retour d'expérience. La première, c'est de remonter les mesures qu'on a mises en place et de se dire quelles sont celles qui fonctionnent et quelles sont celles qui ne fonctionnent pas. Finalement, c'est un peu comme un état des lieux. C'est un recensement. Là, concrètement, on se pose la question, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce que vous souhaitez conserver? Comme le disait Micheline, soit on peut revenir très très en amont, ou on peut aussi se dire on le fait que pour la phase de confinement, ensuite on le fera pour la période où on a commencé à déconfiner et où on a assoupli petit à petit les règles. Donc ça, c'est à vous de voir par où vous voulez commencer. Et puis, ensuite, on discute ensemble des actions correctives. Valérie, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Du coup, il y avait cette première étape, état des lieux. Et cet état des lieux, il peut être fait individuellement. Chaque personne peut faire cet état des lieux. Mais ensuite, l'important, c'est de le partager, donc de faire aussi une analyse collective. On discute ensemble des actions qu'on aurait pu corriger et des ajustements qu'on a mis en place ou qu'on aurait pu mettre en place. Donc là, on se pose les questions de qu'est-ce qu'on souhaite améliorer, euh, quelles sont les actions possibles, alors avec toutes les contraintes qu'on a, et comment est-ce qu'on les met en œuvre. Ça vous mène directement à une troisième étape de mise en œuvre qui concrètement, autrement dit, est un plan d'action. Alors ce plan d'action, plus il sera décidé collectivement parce qu'on aura fait ces phases de discussion en amont, plus il sera facilement applicable et aussi plus il sera tout auprès du travail et conforme aux réalités de terrain. Alors bien souvent, cette mise en œuvre et ce plan d'action, souvent, ça a été décliné pour la plupart d'entre vous dans des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité pour ceux qui avaient arrêté. Et une quatrième étape qu'on oublie de temps en temps dans ces démarches d'amélioration continue, puisqu'un retour d'expérience, c'est ça aussi, c'est de les évaluer finalement, les actions qu'on a mis en œuvre. Et c'est une boucle cyclique. On revient aux mesures, on regarde celles qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Donc c'est vrai que là, vous êtes finalement déjà dans cette deuxième boucle. On est en train de repartir dans une deuxième boucle. Et forcément, si vous vous êtes déjà posé ces questions, voilà, vous êtes sans doute un peu plus près et vous avez sans doute anticipé mieux ce deuxième confinement. Alors, pour illustrer ces questions, je vais donner la parole à Monsieur Mertès qui a bien voulu témoigner aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, finalement, qu'est-ce que cette crise a changé chez vous en interne, notamment au niveau du dialogue social? Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc cette crise a été un petit peu une grande réflexion au sein de la structure, au sein de l'entreprise. Au début, comme chacun d'entre nous, je pense qu'on s'est senti un peu seul dans les décisions qu'on devait prendre et évidemment, on s'est retourné vers le CSE, par les représentants du personnel, les syndicats et évidemment, on s'est mis autour de la table et on a discuté un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va le faire. Aussi, bien sûr, on a respecté
les recommandations du gouvernement, hein, puisqu'on les a tous eues dans nos boîtes mail. Et on est parti de la démarche suivante, c'est qu'on s'est dit, ben voilà, on va mettre en place un plan de continuité d'activité. Et pour créer ce plan de continuité d'activité, on va acter toutes les décisions, tous les comportements, jour par jour, quelquefois heure par heure, parce que ce qu'on pouvait dire le matin, c'était peut-être changer l'après-midi. Et donc, on l'a écrit, mais on s'est aussi déplacé sur place, sur le site. On a visité les locaux, on s'est dit, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si on met du gel hydroalcoolique là, ça va être vraiment utile? Voilà. Toute une démarche qu'on a pu faire en, avec les représentants du personnel. Et aujourd'hui, je pense que ça nous a permis tous ensemble de se dire, ben, forcément, dans l'entreprise, on n'est jamais seul. On peut écouter les autres aussi, et ce qui peut permettre également de se dire, eh ben, voilà, on a bien fait, on n'a pas bien fait, on va revoir, ou des gens, les salariés qui nous disent, ben, ça c'était bien, mais il faudrait plus de protection ou plus d'amélioration ou changer l'organisation de l'atelier. Voilà, tout ça, mais on ne le fait pas tout seul et on l'a fait jour par jour, y compris à partir du déconfinement, regarder comment on pouvait faire, et ce qui nous a permis tous ensemble au sein de l'entreprise de se dire, ben voilà, on est reconfiné, eh ben on va reprendre ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien, les nouvelles recommandations du gouvernement, ce qu'on avait décidé au mois de mars, eh ben on va le modifier là, au mois d'octobre, au mois de novembre, et voilà, puis c'est reparti pour être. Mmh. Oui, donc alors, le grand mot, c'est le dialogue. Ouais. Et ce qu'on entend effectivement, c'est que vous vous êtes appuyé sur cette instance et puis finalement sur une démarche participative. Et on en comprend qu'effectivement, la plus-value finalement de ces démarches participatives, c'est que déjà, on a plusieurs visions dans ce qu'on entend. Et puis, vous avez aussi fait l'exercice de vous rendre sur le terrain dans un souci d'adapter les mesures au travail réel. Et puis, si effectivement on se rend compte que la mesure elle n'est pas adaptée, et ben voilà, même en une demi-journée, on peut la modifier et puis l'adapter au terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement d'un changement dans l'organisation du travail que vous avez dû mettre en place? Oui, alors le gros changement évidemment dans ce virus, et notamment pour l'ensemble des virus de type respiratoire, c'est éviter les croisements des personnes. On est une entreprise qui a 140 salariés sur 3 postes, donc on a énormément de changements de poste. On a en après-midi, on a en fin d'après-midi et pour la nuit. Donc on a décalé les horaires de travail. Et ça a énormément changé parce qu'on avait l'habitude d'avoir des salariés qui se croisaient, qui se saluaient, et qui discutaient, ou qui disaient bah, je t'ai laissé telle pièce à conditionner. Voilà, aujourd'hui, cet échange, on l'a pu, mais on a continué à garder ce changement de poste avec un délai, grosso modo, et un minima d'un quart d'heure où le personnel ne se croise plus. Il y a une entrée, une sortie, et disons, faut penser aussi aux vestiaires, aux toilettes et tout ça. Donc, voilà, ça a énormément changé. C'est l'interaction entre les équipes. Par contre, évidemment, ça n'a pas modifié sensiblement les échanges sociaux, mais c'est plutôt éviter que les gens se croisent, que se saluent, et voilà, c'est cette partie-là qui est un petit peu plus embêtante, mais aujourd'hui, ça rassure tout le monde. Ça rassure, mais on entend que finalement, ce qu'on perd pour éviter les croisements finalement et le contact, assurer la distanciation sociale, qui est une des mesures barrières, on entend qu'on perd un peu dans l'informel finalement. Et le temps qu'on passe habituellement avec les collègues, bah voilà, les temps de pause. On sait qu'il y a beaucoup de structures qui ont réorganisé les temps de pause, qui ont fait des repas en décalé parfois. Et ça, on sent que voilà, il n'y a plus le café du matin qu'on peut prendre ensemble. Et c'est vrai que ça, on sent que ces temps informels, on en a besoin. Alors, pendant le confinement, parfois, les structures avaient mis en place des
des temps d'échange aussi via des réseaux sociaux ou autres types de choses. Vous avez été toujours très, très inventif, mais c'est vrai que dans le cadre du travail, il y a les temps formels et les temps informels. Est-ce que vous auriez un exemple peut-être de mesures qu'au départ vous pensiez prendre et puis au final après vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas du tout adapté et que vous avez finalement ajusté? Alors, la question est difficile parce qu'effectivement, on a comme tout le monde au début, vraiment au début, on s'est dit est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on continue le travail? Parce que ça, c'est une décision très compliquée. Effectivement, on a pris la décision avec les représentants du personnel en expliquant bien les enjeux économiques, parce que là, du coup, c'est des enjeux économiques qu'on a pris la décision de continuer de travailler. Et aujourd'hui, par exemple, on le voit bien, hein, est-ce qu'on avait pris la bonne décision? Oui, je le pense. Malgré tout, il n'y a pas une véritable bonne réponse. À l'époque, on a tous, on s'était tous posé des questions. Est-ce que l'idéal, c'est d'arrêter de continuer? Voilà, aujourd'hui, on sait qu'on est tous en mesure de garder l'activité ouverte en prenant les bonnes mesures de protection et en étant un petit peu inventif. Voilà. Après, s'il arrive malheureusement des cas dans l'entreprise, on se reposera peut-être la question. Oui, on peut dire que c'est ça effectivement aussi la différence entre peut-être aujourd'hui et puis le premier confinement. On sent qu'effectivement les mesures sont aussi plus souples. Donc là, vous allez aussi avoir à gérer d'autres choses, notamment voilà, des cas contacts ou des cas avérés potentiels dans vos structures. Ça peut évidemment, bien évidemment bouleverser votre organisation du travail. Mais on entend aussi dans ce que vous dites finalement tous les enseignements et tout ce que vous avez appris de la première fois, que vous appliquez à nouveau maintenant. Donc ça vous a permis d'anticiper et puis aujourd'hui d'appliquer de manière plus rapide. Mais en même temps, on sent quand même que c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil, c'est vrai. C'est pas pareil. La difficulté, c'est que c'est de continuer à prendre des décisions, mais en même temps, on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, ben voilà, j'ai une petite anecdote au niveau d'une chose qu'on a pu voir, c'est de dire, voilà, pour entrer sur le site, on a une entrée unique et à cette entrée unique, on a un tourniquet. Et on sait qu'on a 100% du personnel qui passe par ce tourniquet. Donc on s'est dit, ben voilà, ce qui serait simple, c'est de mettre du gel hydroalcoolique avant de rentrer sur le site. Au moins, un minima, les gens ont le masque, ont désinfecté les mains, au moins 100% du personnel passe par cette étape. Voilà. Puis après, on rentre sur le site et puis évidemment, le travail, voilà, la priorité après, c'est le travail. Mmh. Merci en tout cas pour ce témoignage. Micheline, je ne sais pas si tu souhaitais poser une question. Je voulais juste relater, quand on a fait notre préparation avec Alain, un point que j'ai trouvé très intéressant, c'était sur l'affichage, qui nous disait qu'en fait, il allait changer l'affichage pour que ses salariés puissent, en changeant d'affichage, refaire de nouveau attention aux gestes barrières. C'est bien ça, Alain? Oui, tout à fait. Dans la réflexion qu'on a eue avec le responsable d'exploitation et les deux DS, les deux délégués syndicaux, on s'est dit, enfin, on s'est posé la question, enfin, j'ai proposé, j'ai dit, voilà, depuis le mois de mars, on a un affichage avec des sens de circulation, avec le port du masque obligatoire, mais l'affichage étant en place depuis le mois de mars, donc on s'est dit qu'on allait le changer parce que les gens, enfin, du moins on le pensait, on en a posé la question à certaines personnes de l'entreprise, ne faisait plus attention à cet affichage. Il était là depuis 4-5 mois. Et donc voilà, on a remis de la couleur, on a mis des logos, on les a changés de place pour essayer de redynamiser et que les gens se reposent les bonnes questions. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si ça sera efficace ou si c'est efficace, mais comme je le disais lors de la réunion de préparation, on est en train de créer un petit questionnaire pour le personnel en leur demandant, en leur posant les questions,
Est-ce que vous avez vu le nouvel affichage? Est-ce que vous vous sentez plus ou moins protégé au sein de l'entreprise? Enfin, ce genre de questions. Et on essaiera de faire un retour et d'analyser ce petit sondage. Merci, c'est vraiment très intéressant hein, parce que en fait, dans votre témoignage, on voit bien que vous avez une réflexion qui est menée entre vous et les représentants du personnel et vous nous disiez effectivement que c'était au fur et à mesure, pas à pas, que vous vérifiez, que vous vous posiez des questions, que vous alliez voir sur le terrain, voir si c'est bien comme ça que ça marche. Et c'est vraiment ça la démarche en fait, hein, c'est vraiment d'aller sur le concret du travail et en étant dans quelque chose de collectif où finalement on se pose des questions à plusieurs et les solutions du coup sont beaucoup plus pertinentes et efficaces. Merci beaucoup hein, pour ce témoignage vraiment très riche. Du coup, pour vous aider, du coup, parce qu'il y avait une demande aussi quand même d'outillage, de dire finalement comment on fait, on vous propose un outil que vous pourrez télécharger, hein, qui sera disponible avec le replay du webinaire, où en fait, voilà, on vous pose quelques questions sous forme d'un petit tableau. C'est essentiellement les questions qu'on vient de poser et que vous avez vues dans le schéma avant, et de se dire, ben voilà, on peut le faire chacun pour soi, et après, on peut prévoir un temps d'échange pour le faire en commun. Donc ça pourra être là, par exemple, maintenant, c'est pas tout de suite pour la première partie de la crise, mais la prochaine fois, là, voilà, qu'on se prépare et puis qu'on prenne le temps de faire ce bilan et cette prise de recul. Je ne sais pas si on a le temps pour peut-être une question. Je sais pas si on a... Une question, on peut prendre une. Alors du coup, je vais essayer un petit peu de vous relayer ce qui se passe dans les questions-réponses et dans le chat. Donc on a Valérie Mailleux qui nous explique que le retour d'expérience en fait que sa structure a fait en première vague lui a permis de mieux gérer la deuxième vague qu'on vit actuellement. Et un autre témoignage qui est celui de Moulay, je suis désolée si j'écorche le nom, hein, qui explique qu'en fait les structures sont de taille très différentes, qu'elles n'ont pas les mêmes moyens ni financiers ni humains, et que pour le cas de cette structure, ils ont fait une campagne de dons en fait pour pouvoir acheter du matériel, des équipements de protection sanitaire, donc du gel et des masques. Ok. D'accord. Donc, on n'a pas de question particulière. Non, mais très bien, effectivement, c'est bien aussi de respécifier que vous êtes des structures de taille très, très différentes, que vous n'avez pas tous les mêmes moyens. Ça avait été beaucoup relaté dans les ateliers, hein, et que certaines structures nous avaient même dit être seules au monde, un peu, s'être senties en tout cas seules au monde pour mettre en place les mesures barrières adéquates. Surtout que vraiment, dans le premier confinement, les gens avaient vraiment beaucoup peur. Par rapport à ce risque de contamination. Aujourd'hui, voilà, on a adopté les gestes barrières, ce qui n'empêche que, comme le disait Amélie, c'est important de vous poser les questions qui sont dans le tableau par rapport aux mesures que vous avez mises en place et par rapport à ce reconfinement pour voir un petit peu quels sont les ajustements que vous avez besoin de faire. Et ce qui est très intéressant dans le tableau, c'est que la question est posée sur les effets attendus. Et ça, quand on se pose cette question en amont, c'est en quelque sorte se donner les moyens d'évaluer après. Donc, aller bien jusqu'au bout du questionnement, c'est ce qui va vous aider pour bien mesurer si ce que vous mettez en place est pertinent ou pas. Voilà. On passe au sondage suivant ? Oui, on va passer au deuxième sondage. Donc aujourd'hui, alors c'est vraiment d'actualité, c'est sentez-vous votre organisation mieux préparée à faire face aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui et demain, c'est presque même hier, puisque c'était fin de semaine dernière. Alors oui, non, ou en partie. On vous demande également, est-ce que pour être mieux préparé, votre organisation a besoin de faire un retour d'expérience? A-t-elle besoin d'avoir un plan d'action? Autrement dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la démarche, d'avoir un plan de continuité d'activité? Ou bien finalement, pas de besoin, on s'estime préparé?
Et puis, dans ma structure, est-ce qu'on a l'habitude de travailler, d'expérimenter en équipe? Autrement dit, d'avoir une démarche projet. Donc, on vous laisse le temps de répondre. Il y a encore des personnes qui sont en train de voter. C'est intéressant. Je dévoile rien, je dis juste que c'est intéressant. Je pense que tout le monde a pu voter, ça ne bouge plus beaucoup. Alors, on va mettre fin au vote. Voilà les résultats. Donc, est-ce que votre organisation se sent mieux préparée pour faire face aujourd'hui et demain? Voilà, une grande majorité, oui, à 67%. Et puis après, moitié-moitié entre non et puis en partie. Donc, on peut quand même dire qu'il y a moins de 20% des structures qui ne se sentent pas mieux préparées. Donc, la majorité, finalement, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, ce retour d'expérience, finalement, ou ce qu'on a déjà vécu, nous aide de toute manière aujourd'hui. Pour être mieux préparé, de quoi j'ai besoin? Alors, à 40%, 42%, j'ai besoin de faire un retour d'expérience et d'avoir un plan de continuité d'activité. Donc ça aussi, c'est un vocabulaire qu'on n'avait quasiment pas avant. Et aujourd'hui, plan de continuité, plan de reprise, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et puis la grande majorité, 3/4 des répondants, dit avoir l'habitude de travailler en démarche projet. Donc on va quand même vous présenter la démarche projet. Et puis du coup, on ira un peu rapidement dessus et puis on viendra à vos questions. Alors, je vais arrêter le partage. Et puis, on va lancer notre deuxième partie. Voilà, donc la deuxième partie intitulée « Pour faire face demain ». En fait, l'objectif de cette deuxième partie, c'est de vous présenter une démarche concrète qui va vous aider en fait à concilier l'ensemble des enjeux auxquels vous devez faire face aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, on a les enjeux de santé qui sont devenus beaucoup plus prégnants du fait de cette crise sanitaire importante. Et puis en plus, vous avez aussi des enjeux organisationnels qui viennent encore de nouveau sur le haut du panier avec ce confinement obligatoire. Donc on va voir l'ensemble de ces enjeux auxquels vous êtes confrontés et on va voir comment la démarche projet, elle peut vous aider à faire face aujourd'hui et demain. Alors, la démarche projet, pour pouvoir en mener une, on voit bien qu'il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Donc là, c'est les enseignements issus du retour d'expérience, mais aussi le présent, les enjeux actuels qu'on a, mais aussi nos projets futurs. Une démarche projet, c'est quelque chose de global et il faut pouvoir tenir compte de tous ces éléments. Alors, dans les enseignements, dans les retours d'expérience, en termes d'enjeux qu'on a retenus, surtout quand on a fait les temps d'échange avec vous, il y avait pas mal de questions autour du maintien des collectifs de travail. Donc, ce qu'on appelle les collectifs de travail, c'est finalement comment est-ce qu'on reconstitue des équipes de travail? Parce que certaines personnes, au moment du confinement ou du début du déconfinement, certains étaient en télétravail, d'autres en arrêt de travail, certains ont continué de travailler. Donc, comment est-ce qu'on restaure ces équipes et finalement les relations professionnelles? Mais aussi, on peut se poser la question des relations entre les managers et les salariés, entre les salariés permanents et les salariés en insertion. Donc, il y avait beaucoup de questionnements autour de cet enjeu du maintien des collectifs, mais aussi des enjeux autour du management. Mais les deux sont liés. En termes d'enjeux actuels, bien évidemment, comme toute structure, j'ai envie de dire, vous avez des enjeux économiques, des enjeux sociaux, mais aussi bien évidemment aujourd'hui, plus que jamais, des enjeux de santé. Et puis, il y a tous les projets qui vous attendent, tout ce qui va bouleverser aussi votre
votre secteur et là où on vous attend et les évolutions. Donc pour en parler, je vais laisser la parole à Soraya, qui est mieux placée que moi pour vous parler de votre secteur. Oui, alors bonjour à tous. Donc c'est vrai que j'ai envie de démarrer cette intervention en disant qu'effectivement donc il y a quand même donc de fortes attentes hein, qui pèsent aujourd'hui sur le secteur de l'IAE, notamment dans le contexte là de la crise sanitaire, avec notamment un message qui a été adressé au IAE tout récemment au moment du reconfinement hein, par la ministre déléguée en charge de l'insertion, Madame Clinquer, hein, donc qui encourage donc les structures de l'IAE, les entreprises inclusives, dont les SIAE, donc à assurer la continuité de leur activité, à ne pas interrompre, pour reprendre ces mots, le service rendu au public en difficulté d'insertion et à continuer donc à développer du projet. Hein, donc, bon, on voit bien qu'il y a ces attentes fortes là vis-à-vis du secteur de l'IAE, mais au-delà de cette crise là sanitaire que traversent nos adhérents et les structures de l'IAE, bah, il y a déjà depuis un certain temps des choses qui sont dans les tuyaux, hein, notamment dans le cadre du pacte d'ambition pour l'IAE, qui fixe des objectifs assez ambitieux de développement et de croissance du nombre de postes d'insertion. Donc, ça veut dire aussi que derrière ça, ben, on invite donc les structures à se développer, à créer de l'activité supplémentaire, notamment sur des secteurs donc, porteurs. Mais donc pour cela, là, on est un peu dans une situation enfin, un peu compliquée par rapport à ces nouveaux enjeux, là, ces enjeux, pardon. C'est qu'en fait, pour pouvoir donc créer de l'activité, pour pouvoir accueillir de nouveaux salariés, ben, il faut aussi déjà peut-être, alors ce que j'entends moi, c'est être stabilisé, consolidé déjà dans son activité existante. Hein. Moi j'entends et je vois aussi que finalement la crise a fragilisé un certain nombre de nos structures, de l'IAE, hein. Donc notamment les structures qui étaient sur des filières, des secteurs professionnels qui ont été complètement à l'arrêt. Hein. Il y en a quand même quelques-unes, hein, les secteurs liés, enfin les activités de ressourcerie et toutes les activités annexes, la collecte, la vente. La filière de la restauration qui a été enfin, qui est toujours aujourd'hui vraiment mise à mal. Hein. Donc, ça fragilise vraiment ces structures-là qui sont et que du coup, ça peut être difficile effectivement quand on est dans ces situations de fragilité, ben, d'être dans des dispositions d'innovation, hein, d'être innovant et d'aller vers du développement d'activités. Par contre, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré tout, ce que je constate aussi, ce que je pense, enfin, les réseaux constatent, c'est qu'en fait, nos structures, elles ont fait preuve quand même de grande agilité, hein, donc, et que malgré les difficultés qu'elles traversent, on remarque quand même que beaucoup quand même ont réussi à s'adapter et à se repositionner sur des secteurs d'avenir, notamment. Ce que je vois, moi, c'est des structures, donc un certain engouement pour le secteur de la transition numérique. Alors comment elles le font? Elles le font en répondant à des appels à projets, mais alors le problème c'est que c'est difficile en ce moment. Répondre à un appel à projet, les conditions ne sont pas optimales pour le faire, hein, parce que quand on est dans un fonctionnement en mode dégradé, c'est pas facile de se projeter, de répondre à des appels à projets. Voilà, donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est que les enjeux du secteur actuel, c'est de pouvoir fonctionner au jour d'aujourd'hui, continuer donc l'enjeu de la continuité d'activité, et là ça fait bien lien avec le retour d'expérience, il est vraiment réel. Et que il faut maintenir le lien. Donc là aussi, les retours que l'on a, c'est que et le retour par rapport aux enseignements qui ont été tirés du premier épisode de la crise, c'est qu'en fait, il fallait éviter vraiment de perdre le lien avec les salariés, que ça avait fait beaucoup de dégâts. Hein, donc, l'arrêt, les salariés isolés, qui ont dû arrêter de travailler, ça a posé quand même beaucoup de soucis. Donc, il faut composer avec un contexte qui est instable. Et puis, en même temps, donc voilà, c'est pour conclure, en fait, j'ai envie de dire, la démarche projet, elle doit pouvoir s'entendre sur toutes ces dimensions-là, quoi, à la fois
comment on se positionne, on se projette sur l'avenir en développant peut-être des activités qui nous permettront d'accueillir davantage de salariés, mais aussi comme la manière dont on consolide, on stabilise et comment on peut être soutenu pour stabiliser son fonctionnement en termes d'organisation, d'encadrement, d'accompagnement des publics, prévention des risques, santé, bien-être des salariés, quoi. Voilà, c'est la conclusion que je ferai donc, par rapport à cette question des enjeux. Donc, je te passe le micro, Valérie, ou à moins que c'est peut-être pas à moi de le faire. Non, pas de souci, mais effectivement, on va donner maintenant la parole à Valérie Béger. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si tu peux allumer la caméra, s'il te plaît, Micheline, ou peut-être Amélie. On me dit que la caméra est bloquée. L'autre l'a arrêtée. Pas la main dessus. Bon, écoutez, autrement, tant pis, je vais le faire. De toute façon, je ne vais pas être aussi longue que Soraya. Je vais vraiment juste compléter les propos puisqu'elle a abordé beaucoup de points. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux et les sacro-saints enjeux pour les structures d'insertion, c'est bien cet équilibre entre la mission économique, le projet d'inclusion et aujourd'hui les capacités organisationnelles à mettre en œuvre. C'est vraiment ça. Donc effectivement, les grandes questions que se posent les structures, c'est comment agir dans ce marché, ce contexte économique dégradé, dans un contexte social difficile et puis avec une ambiance de travail, une motivation du public qui n'est pas si évidente. Donc, certes, Soraya a parlé du pacte d'ambition, de tous les messages des partenaires sur le plan de reconquête du Grand Est, le plan de relance pour la France, etc., etc. Ce qui paraît important aujourd'hui, les enjeux sont vraiment de prendre des temps de respiration, de se poser en interne et d'associer peut-être les parties prenantes, non seulement internes mais externes aussi, pour se projeter, redéfinir sa stratégie dans cet environnement qui a été modifié. Tout simplement, quel est le marché aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est transformé? Y a-t-il des nouveaux espaces sur lesquels adapter son offre de service? Moi, je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant, en prenant en compte ses ressources internes, ses ressources externes, dans sa filière, dans son territoire. Comment on peut mettre à plat, on n'est pas tout seul, donc la place la place des réseaux, la place de tous les dispositifs d'appui, comment peut-on agir, redéfinir une offre de service, redéfinir tout en maintenant sa mission d'inclusion, sa stratégie. Voilà, je m'arrête là et merci à tous pour ce webinaire. Merci. Micheline, je te laisse prendre la suite. On peut passer à la suite. Donc, on va vous expliquer. Alors, donc, vous avez compris que cette démarche projet, c'est une démarche qui est systémique et qui va vous permettre en fait de faire du lien entre les différents sujets, que ça soit le lien avec vos enjeux liés à la santé, mais aussi aux enjeux de demain. C'est une démarche, en fait, la démarche projet, c'est une démarche qui permet de faire déjà ses premiers pas dans la qualité de vie au travail. Donc, la démarche projet, en général, c'est une démarche qui va être centrée sur le travail, sur la réalisation du travail, qui est adaptée aux enjeux dont on vient de parler, qui nécessite un portage stratégique. Alors, quand on dit, chez nous, un portage stratégique dans notre jargon, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes sont sollicitées, mais notamment les directions de structures. Et comme vous avez souvent, parmi vous, des structures associatives, c'est aussi vos conseils d'administration, vos présidences, comment elles s'investissent dans ce genre de démarche, ou en tout cas donnent les moyens pour mener ces démarches. Donc, ce sont des démarches qui sont collectives et qui ont un système qui va être construit autour d'un système d'acteurs dont on va tout à l'heure vous expliquer ce qu'on entend par système d'acteurs. Donc, c'est une démarche qui est basée sur un postulat de base, et ce postulat est le suivant: ce sont les projets d'aujourd'hui font les conditions de travail de demain.
Et donc, ça veut dire que toute mesure que l'on mettra en place, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais dans le questionnaire pour faire votre retour d'expérience, de bien projeter les effets attendus. C'est parce que ça vous permet d'anticiper les impacts à la fois sur la réalisation du travail, à la fois sur les personnes au niveau de leur parcours professionnel, leurs compétences, et puis à la fois sur la santé, puisqu'on a aussi ces enjeux de santé. Donc on voit bien que c'est une combinaison, une conciliation, c'est une façon de concilier, en tout cas, performance économique, sociale et le bien-être des personnes. Donc on peut passer à la diapo suivante. Oui, on peut ajouter que les principes incontournables finalement d'une démarche projet ou d'une démarche qualité de vie au travail, ou finalement on peut aussi la transposer au retour d'expérience. Les principes, c'est qu'il faut parler du travail, il faut revenir sur le travail réel. Ça, on avait tout à fait l'illustration dans le témoignage de M. Mertès. On repart du travail et on parle finalement de l'activité même de travail. Dans son témoignage aussi, on a vu le décloisonnement. Comment est-ce qu'on construit ensemble? Finalement, c'est quand on se met à plusieurs autour d'une table, on partage chacun nos enjeux, chacun notre vision par rapport au poste aussi qu'on occupe dans la structure. Et puis aussi, si on est représentant du personnel, si on est direction, si on est salarié en insertion, salarié permanent. Donc, comment est-ce qu'on construit finalement ensemble? Et puis, la clé de voûte d'une démarche projet ou d'une démarche qualité de vie au travail, c'est l'expérimentation. Donc, voilà, c'est aussi ce que vous avez fait. Alors, certes, de manière rapide et surtout contraint, mais c'est, on est obligé de faire de nouvelles choses. On innove, on essaie, on teste, on réajuste. Et ça, c'est l'expérimentation. Alors, souvent, ce qui manque un petit peu, c'est de pousser jusqu'à la partie évaluation. Donc on évalue ce qu'on a mis en place, on réajuste et puis finalement on fait avancer nos projets. Donc en fait, sur ce schéma, vous avez les différentes étapes de la démarche projet. Vous avez donc la première étape qui est pour nous une étape importante et incontournable, parce que c'est vraiment là où on va poser le cadre de ce que l'on veut faire. Donc ça veut dire que finalement, il faut essayer dans la mesure du possible de ne pas traiter tout vraiment de front dans l'urgence, mais de vraiment prendre le temps de poser ce cadre et de vous poser un certain nombre de questions. Donc ça, on va l'aborder tout de suite, mais se poser des questions ensemble. Donc ça veut dire composer une équipe projet. Et c'est là, tout à l'heure, je vous parlais, il y a un système d'acteurs qu'il faut identifier, repérer. Cette équipe projet, elle va se constituer petit à petit. Mais en tout cas, l'idée de cette démarche projet, c'est effectivement d'arriver à changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Par exemple, on n'en a pas parlé nous, mais en tout cas dans les protocoles, on voit apparaître la notion de référent Covid. Le référent Covid, c'est une personne qui va gérer tous les éléments en lien avec la prévention du Covid, mais il va le faire dans un cadre et avec une équipe projet. Donc on va sortir de cette logique de silo, parce que malheureusement, on a beaucoup habitué les entreprises à travailler par sujet de façon indépendante. On vous a parlé des fois de prévention des risques, il faut faire votre document unique. Et puis demain, on va vous parler de l'égalité professionnelle, et puis on va vous parler de qualité de vie au travail. Et puis aujourd'hui, on vous parle de la prévention liée au Covid. Donc voilà, tous ces éléments, on a beaucoup habitué les entreprises à les traiter indépendamment. Donc là, il faut changer ce paradigme. Il faut traiter un sujet, rentrer par un sujet, mais se poser des questions sur les autres sujets et enrichir donc la vision sur ce sujet par la mise en place de ce système d'acteurs. Donc le système d'acteurs en question, voilà, ce schéma, c'est pour illustrer ce qui pourrait être. On l'a dit tout à l'heure, il y avait besoin d'un portage au niveau de la stratégie de la structure, donc porter
représenté par la direction. Il y a d'un autre côté la partie sociale au niveau de la représentation des salariés. Et puis nous, on a mis une bulle qu'on a appelée plutôt technique. Ici, dans ce groupe d'acteurs, c'est les acteurs que vous allez identifier, dont vous allez avoir besoin. Peut-être qu'il faut intégrer les encadrants. Peut-être qu'il faut faire appel aux médecins du travail pour nous aider à voir si les mesures que l'on met en place sont adaptées. Peut-être que je dois faire appel au réseau. Peut-être que j'ai besoin de l'ARACT, peut-être que j'ai besoin de l'OPP-BTP, etc. Donc voilà, il faut vraiment se poser les questions sur quels sont les acteurs dont je vais avoir besoin et à quel moment je vais en avoir besoin, et de commencer à constituer ce qu'on appelle une équipe, un groupe de pilotage qui va être le groupe qui va suivre la démarche et un groupe auquel on va pouvoir se référer. Et ensuite, sur le terrain, on peut avoir des groupes de travail avec des salariés. Vous pouvez vraiment imaginer tout un tas de choses. Laissez parler votre créativité dans l'expression que vous allez donner à vos salariés. Il existe tout un tas de méthodes et d'outils pour aider à l'expression des salariés, soit sous la forme de réunions, donc de groupes de travail, soit sous la forme d'outils tels que le reportage photo, qui est un outil qui est utilisé dans le réseau. Voilà, et on voit dans les flèches, elles sont à deux sens, parce que la démarche, elle se nourrit de tous ces échanges, et on avance au fur et à mesure. On voit qu'on construit des choses et on évalue en même temps pour voir si ça marche ou pas. On n'attend pas un an, on n'attend pas 6 mois, on se donne les moyens d'évaluer pas à pas la démarche. Donc, pour continuer sur cette première phase finalement de cadrage de la démarche, donc un essentiel de composer l'équipe projet, comme vient de le dire Micheline, mais aussi partager les enjeux. Alors, partager les enjeux, c'est un autre point incontournable que je vous ai décrit tout à l'heure. En fait, partager les enjeux, c'est parler du travail. Finalement, parler du travail, c'est quoi et comment est-ce qu'on peut le faire? Alors déjà, effectivement, il faut des temps dédiés, ce qu'on appelle des espaces de discussion. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le réseau. Vous pourrez retrouver des éléments sur nos sites internet, mais c'est aussi se poser la question finalement et se dire, quand on parle du travail, on parle de quoi? Eh bien, on peut parler de 3 grands niveaux différents. On peut partager les enjeux de l'entreprise, la stratégie. On peut se situer plutôt au niveau de l'organisation du travail et du fonctionnement collectif. Ou alors, on peut être aussi sur des discussions sur l'activité de travail en elle-même, la tâche et les compétences. En fait, tout ça pour vous dire que quand on commence à parler du travail, quand on est sur un projet, il faut se mettre d'accord de quoi on parle finalement. Et puis, ça suppose aussi que la direction se dise, voilà, jusqu'à où je suis prête à repenser mon rôle. Et puis finalement, qu'est-ce que je vais donner comme marge de manœuvre aux salariés et aux managers, à la fois dans cette expression du travail, mais aussi finalement dans ce que je peux apporter. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Et puis finalement, ça c'est la phase d'après. Dans mon mot à dire, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait expérimenter dans la structure? En d'autres mots, ça veut dire quand on démarre une démarche, on se met d'accord. Et ça peut être finalement, on se décrit une petite feuille de route. Et puis on se dit sur quoi on va travailler, qui va le faire. C'est vraiment une phase importante qui souvent est un peu oubliée. Alors bien évidemment, quand on traverse des crises très rapides comme celle qu'on a traversée, on n'a pas pu mettre en place effectivement ce premier temps de cadrage. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, et que pour les projets à venir et les enjeux qui sont devant vous, c'est des choses à mettre en œuvre. Et très important de cadrer cette démarche. Et pourquoi finalement parler du travail, c'est important? Parce que ça a de nombreux bénéfices. Parler du travail, c'est avant tout débattre finalement sur le travail. Et Micheline l'a dit à un moment tout à l'heure aussi, c'est développer la reconnaissance des salariés, leur professionnalisation et leur engagement. Quel sens aussi ils mettent au travail? Parler du travail, c'est partager les enjeux. Si on partage les enjeux avec ses salariés, c'est beaucoup plus facile d'avoir des propositions adaptées aux enjeux de demain. Si les salariés ne savent pas ce vers quoi se dirige la structure, voilà, on ne peut pas déjà se sentir inclus
Et puis, on ne peut pas non plus proposer des choses qui collent avec les réalités du terrain. Et parler du travail, c'est construire collectif. Et c'est finalement voir le travail comme un moyen pour favoriser la transformation. Et la transformation des organisations, là, la crise sanitaire nous a forcés à nous transformer. Alors, et a mis aussi en avant d'autres sujets tout aussi importants que des sujets sanitaires et qu'il ne faut pas reléguer vraiment comme des sujets qui peuvent vous paraître loin. On peut par exemple citer l'intégration des outils numériques. Pour certains, ça a été vraiment un grand changement. Et vous avez appris, et finalement aujourd'hui, même si vous n'êtes pas non plus encore, parce que ça ne se fait pas en une journée, mais c'est des choses que vous avez déjà développées. Donc c'est aussi se poser la question finalement sur le développement des compétences que ça a pu amener dans vos structures. Voilà pour conclure sur cette partie. On peut passer aux questions et réponses si vous en avez. Alors, je vais regarder. Je ne sais pas si on a des questions. Alors, on n'a pas vraiment de questions, mais on a des commentaires qui peuvent être très intéressants de relever. Peut-être que ça fera venir des questions du coup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment votre moment là à vous. Exprimez-vous. Notamment, j'avais repéré aussi, la difficulté qui était soulevée donc, par Moulet ou Moulay lors de la première vague, qui était de gérer effectivement les angoisses et les peurs des salariés. Et c'est vrai que la première vague a mis en lumière beaucoup de stress en fait de la part de tout un chacun. Et donc, on a beaucoup parlé aussi des risques psychosociaux en lien avec la crise sanitaire. Et c'est important de ne pas les mettre de côté, de permettre l'expression parce que ce que nous traversons aujourd'hui nous impacte tous très fortement et peut même être un peu traumatisant. Et ça peut être compliqué, par exemple, dans le travail, quand on n'a plus les temps informels. Du coup, on se sent très isolé et si en plus on est confiné chez soi, donc en télétravail à 100%, on est encore plus isolé. Donc, c'est très bien d'avoir souligné ce point parce que c'est vrai que beaucoup de structures nous avaient relaté la mise en place par le biais d'outils comme Zoom, WhatsApp, ou Facebook même, de temps informels à distance. On prend un café ensemble, on discute, on parle de la famille, c'est des temps qui existaient avant, mais qu'on a supprimés parce qu'on évite d'être trop en contact. Donc voilà, je vous invite à identifier aussi ces temps informels que vous avez été obligés de supprimer et de réfléchir à comment vous pouvez les remettre en place, sous quelle forme. Parce que ces temps informels, c'est aussi permettre l'expression des salariés sur ce qu'ils vivent et peuvent partager peut-être plus facilement une difficulté liée soit au télétravail, soit au fait de ne plus pouvoir croiser les collègues. Voilà, je voulais souligner ce point-là. Ce qu'on peut relever aussi, on vous a dit, le retour d'expérience, finalement, c'est faire le point sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, mais c'est aussi finalement faire le point sur qu'est-ce qui nous a été bénéfique, qu'est-ce qui a fait ressource et quelles ont été les contraintes. Et dans les ressources, on a un témoignage d'une personne qui dit que pour son DU, elle a été accompagnée par la MSA. Alors, on en a d'autres qui nous ont dit j'ai eu beaucoup de relais auprès de la médecine du travail. D'autres ont dit finalement, nous, on s'est appuyé sur nos réseaux parce que les réseaux, ils ont été aussi là pour vous transmettre des informations au moment où vous disiez finalement, on était un peu noyé d'informations, on ne savait plus quelles étaient les bonnes. Voilà, vos réseaux, ils vous ont transmis des informations. Et on a eu aussi des structures qui nous ont relayé au moment des temps d'échange qu'on a fait. Voilà, nous, on a pu s'appuyer sur des fédérations, voilà. Et ça, c'est aussi important d'identifier finalement dans des périodes comme ça qui sont vos interlocuteurs. Donc ça, c'est aussi une remarque aussi intéressante et qu'on peut relever. Oui, Amélie, alors du coup, pour poursuivre sur ton propos d'accompagnement des salariés et tout ça, moi j'ai une question dans le chat
Sophie Le Chat, qui se demandait si pendant nos ateliers d'échange, on avait discuté aussi des directeurs, de la fatigue qui pouvait apparaître chez les directeurs et des personnes, des ressources en fait pour accompagner les directeurs dans ces périodes-là assez compliquées pour les directions. Effectivement, on a eu ce retour-là, on était même assez alertés parce qu'on a été face à des directeurs et des directrices qui étaient proches de l'épuisement, il faut quand même le dire, parce que le premier confinement, c'était un confinement à 100% et pour tout le monde. Et vous avez bien vu, la France s'est arrêtée d'un coup. Et les directeurs ont pris sur eux de continuer, de chercher des solutions et se sont du coup isolés. Quelle que soit la taille de la structure, en fait, dans les échanges qu'on a eus, on s'est dit qu'il fallait être vigilant à ne pas porter tout seul et à bien vous entourer sur ces questions-là. Et c'était ça qui permettait de limiter le stress. Alain nous disait hier justement qu'en interne, ils ont 2 référents Covid et il soulignait que c'était intéressant de pouvoir se décharger sur certaines questions sur ces référents qui allaient, par exemple, chercher les nouveaux protocoles, se mettre à jour sur un certain nombre de points et il a trouvé ça très aidant. Donc effectivement, je vous invite, dirigeants, dirigeantes, directeurs, directrices, à être vigilants, à faire attention à vous et à ne pas hésiter à vous entourer. On parle de démarche projet, donc d'équipe projet. Quelle que soit la taille de la structure, on peut toujours constituer une équipe projet, même si on n'est que 3, c'est toujours mieux que tout seul, quoi. Voilà. Oui, et du coup, je me permettrai aussi d'ajouter, n'hésitez pas à voir vos réseaux aussi. Oui. C'est-à-dire les réseaux de l'IAE, on est équipés aussi pour vous apporter les informations nécessaires, vous donner des modèles, des choses comme ça. Je sais que pendant le premier confinement, pour ma part, pour Chantier École, on a fait des modèles de plans de continuité d'activité, de plans de reprise d'activité. Voilà, on a pas mal de ressources en interne dans les réseaux et je pense le dire pour Valérie et pour Soraya aussi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi dans cette solitude que peut représenter une crise comme celle-là. D'ailleurs, je vais reprendre la balle au bon, Louise, parce que ça me permet aussi de vous parler du dispositif Objectif Reprise qui a été mis en place à la sortie du premier confinement et qui est mis en place par le ministère du Travail. Il a été pensé avec le ministère et le réseau Anactaract. L'idée, c'est de vous offrir des jours d'accompagnement gratuits pour vous aider à faire face à la situation actuelle, quelles que soient vos préoccupations. C'est-à-dire que dans le réseau, on a un groupe de consultants et de partenaires qui peuvent nous aider à répondre à vos questions. En tout cas, nous, on peut vous orienter vers le bon partenaire. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ARACT Grand Est et de taper dispositif Objectif Reprise, c'était son nom de départ, pour, si vous avez besoin d'un appui. Ce dispositif, il va durer jusqu'au mois de juin 2021. Voilà. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'il existe des choses, des outils que vous pouvez actionner au travers de vos réseaux et l'ARACT peut faire partie de votre réseau, bien entendu, quoi. Donc, n'hésitez pas. Et je vois qu'il y a d'autres réactions là à nouveau effectivement sur la. Oui, qui souligne l'objectif repris. Effectivement, oui. Et c'est très bien dit dans le témoignage, nous avions la tête dans le guidon. Et c'est là aussi où la prise de recul, après, elle est très importante. Parce qu'effectivement, quand on est vraiment dedans, mais après, c'est sûr qu'on sait bien qu'il y a des priorités à gérer. Mais voilà, pour pouvoir faire face de manière plus efficiente les autres fois, parce que ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une crise sanitaire, mais ça peut être une toute autre forme de crise. C'est finalement, plus on apprend à le faire et plus on est prêt rapidement. Voilà. Et puis aussi, c'est vrai que là, vos réseaux l'ont rappelé tout à l'heure, vous avez des enjeux aussi et des choses qui vous attendent dans les mois et dans les années à venir. Et c'est vrai que
voilà, il y a aujourd'hui une forte demande des pouvoirs publics sur l'IAE. Voilà, je ne sais pas si on conclut, on est dans le timing. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ou conclure. Ah, merci Louise d'avoir mis le lien. Vous avez le lien dans le chat vers Objectif Reprise. Le lien ANACT ou ARACT, c'est la même chose, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même aller sur le site de la Directe, puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en région, ce dispositif, il est co-animé avec la Directe Grand Est. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, n'hésitez pas après si vous avez d'autres... voilà, si vous avez d'autres souhaits de revenez vers vos réseaux, d'autres questions, voilà, revenez vers vos réseaux, n'hésitez surtout pas. Et puis, vous retrouverez donc le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien, hein, comme je vous ai dit en début de webinaire, d'ici 15 jours. On vous enverra à la fois les supports, voilà, on va reprendre un peu les thématiques qui ressortent des différents commentaires et puis le lien vers ce replay si vous avez envie de le regarder avec vos équipes ou de le partager. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous.